Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre supplément Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Nouvel épisode qui me permet de recevoir Doriane Moretus. Doriane Moretus, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes clown. Je suis clown. Et on va expliquer de quelle manière vous exercez ce métier de clown dans des directions qui sont à la fois complémentaires et très différentes. Mais avant d'être clown, il n'y a pas d'équivalence de synonyme, encore que dans mon esprit, avant d'être clown, vous êtes belge, vous êtes même anversoise. C'est pas antinomique. Non, si je le dis, c'est pas pour juste faire mon intéressant, c'est parce qu'il y a quand même une très très forte tradition, et surtout qui a perduré dans Belgique et dans le nord de la France, des gilles, des clowns, des carnavals, alors que dans le reste de la France, ça a disparu, et qu'au fond, on est moins étonné. Est-ce que cette tradition vous a nourri d'une manière ou d'une autre, ou pas du tout ? Moi, je suis née dans une famille assez traditionnelle, mais ouverte quand même sur la culture et sur le monde. Donc, petite, oui, j'ai assisté à pas mal de spectacles, de cirques qui passaient dans mon village, parce que j'habitais dans un village. Et je pense que ça m'a nourri tout au long de mon enfance. Mais moi, je dirais qu'avant tout, c'est surtout l'humour belge qui, quand même, rayonne sur beaucoup de spectacles, beaucoup de films, beaucoup aujourd'hui en France et en Belgique qui restent très, très présents, quoi. Et alors, le cheminement qui vous a conduit à être clown est passé par l'envie d'être actrice ? Je me définis d'abord comme actrice avant de me définir d'abord comme clown, parce que c'est vraiment c'est une partie de mon activité. Je suis arrivée en France, j'ai fait l'école l'école internationale Jacques Lecoq. Alors, voilà. Il faut dire un mot de l'école Lecoq, parce que oui. j'ai eu l'occasion de recevoir ici, par exemple, Julie Deliquet, qui est une ancienne de l'école Lecoq. Un mot de Jacques Lecoq. Qui était-il et en quoi consistait l'enseignement ? En fait, Jacques Lecoq, c'est ce qui m'a plu tout de suite quand je suis venue à Paris pour voir plusieurs écoles. Ce qui m'a tout de suite plu, c'est l'approche qu'il avait, très différente des autres écoles, beaucoup moins, on va dire, didactique, puisqu'il approchait aussi bien le masque que le mélodrame, que les bouffons, que les clowns. Donc, c'était plusieurs approches qui m'intéressaient, et surtout, il axait sur le jeu physique. Il faut dire que Jacques Lecoq, il a commencé comme ça, il était kiné avant, et petit à petit, avec Georges Ostreder et tout ça, il a fondé le Piccolo Théâtre, et il s'est intéressé au mouvement avant de s'intéresser au mot. MOUTS. Et donc, moi, j'aimais bien le langage universel qui en dégageait. C'est une école internationale. Il y a énormément de nationalités qui sont dans cette école, ce qui fait qu'on essaie de trouver un langage commun entre tous, si on ne peut pas se comprendre par les mots. Et c'est ça qui m'a plu à l'école Jacques Lecoq. Et on aborde le clown. C'est là que j'ai abordé le clown. C'est à l'école Jacques Lecoq. Alors, vous appartenez à une compagnie de théâtre de rue qui s'appelle la compagnie Haddock. Est-ce qu'elle est formée d'anciens, ou partiellement ou totalement d'anciens de l'école Lecoq, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Là, pour le coup, il n'y a que moi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec des anciens de l'école Lecoq, parce que c'est une famille, hein, comme je pense que les gens qui sont au conservatoire, ça fait des familles de théâtre. Et beaucoup, à l'école Jacques Lecoq, en fait, on pousse vraiment les gens à être des acteurs de leur propre création. On est tout le temps en création, et c'est ça qui est plaisant. C'est-à-dire qu'on n'est pas à attendre que quelqu'un nous désire, ou on est toujours dans la création, et ce qui fait que très vite après l'école, j'ai créé ma propre compagnie, et après j'ai travaillé avec d'autres compagnies, et là aujourd'hui je travaille donc avec cette compagnie de rue, Haddock. Et même s'il n'y a pas de gens vraiment qui viennent de l'école, c'est vrai qu'il y a l'esprit quand même très, très mouvement dans ces spectacles-là. Alors, arrêtons-nous un instant sur votre compagnie et sur le théâtre de rue. Vous êtes combien et en quoi consiste votre activité de théâtre de rue ?
Eh bien, en fait, en direction, nous sommes deux. Il y a Patrick Dordoigne et moi. On s'est rencontrés dans une compagnie de rue juste quand j'avais fini l'école Lecoq. Après, on a chacun fait nos petits parcours. Moi, j'ai créé ma compagnie. J'ai tourné beaucoup en Belgique, enfin, surtout qui s'appelait la compagnie d'Oriane Moretus, qui était de théâtre-danse. Et Patrick a créé les Alamas Givrés. Et puis, ensemble, parce qu'il faut dire qu'on est à la ville comme à la scène, on est un couple. Et donc, en fait, on a séparé nos activités quand on a eu des enfants, parce qu'il fallait bien que l'un et l'autre, on puisse aussi assurer la famille. Et quand nos filles sont devenues grandes, on s'est dit, ben voilà, en 2011, on va recréer une compagnie tous les deux. Et on aborde vraiment des thèmes qui nous sont très proches, c'est-à-dire des thèmes qui nous touchent. Donc le premier spectacle a été sur la vieillesse, parce que Patrick a amené sa maman dans une résidence médicalisée. Donc on a traité tout un sujet avec des vieux comédiens qui tournent toujours, 12 ans de tournée. Et puis après, nous avons créé un spectacle avec des jeunes, puisque nos enfants voulaient quitter le nid. Donc, nous avons créé 2 spectacles de rue, un déambulatoire et un fixe, sur la jeunesse. Et aujourd'hui, on tourne un spectacle qui est sur le couple, la famille, et comment on arrive à se situer en tant qu'homme et femme dans la vie. Et donc, nous jouons tous les deux. Voilà. Et en préparation, ça c'est un scoop, en préparation, nous allons adapter Les Trois Sœurs de Tchekhov pour la rue, librement inspirée, avec nos 3 filles. Voilà, c'est une histoire de famille. Alors, prenons un peu les dernières années de vos activités. Où jouez-vous? Comment financez-vous les spectacles? Parce que théâtre de rue, ça ne veut pas toujours dire théâtre dans la rue. Ça peut vouloir dire je vais vous le raconter mieux que moi. C'est souvent dans la rue quand même, mais ça peut être dans une usine désaffectée, ça peut être dans une carrière, effectivement. Nous, ça fait quand même 25 ans qu'on est dans le spectacle de rue avec différentes compagnies. On a accompagné différentes compagnies. Et c'est vrai que les gens, on tient à ça, les gens qui viennent voir des spectacles de rue, c'est pour ça aussi qu'on fait des spectacles de rue, c'est pour atteindre un public qui n'a pas toujours accès à la culture et au théâtre. Donc on joue souvent dans des quartiers ou dans des quartiers populaires ou dans des villages, ou voilà. Et on est subventionné par le ministère de la Culture. Ça c'est une chose. Et puis aussi, on est en coproduction avec des festivals. En France, on a de la chance d'avoir un système unique d'intermittence du spectacle. Ça, il faut vraiment le protéger. Et il y a je ne sais pas si bientôt 10 CNAR. Alors, qu'est-ce qu'un CNAR? C'est un peu comme les CDN. Un CNAR, c'est un centre national des arts de la rue. Centre dramatique national. Oui, c'est ça. Les CNAR, c'est ce que sont les CDN au théâtre pour la rue. Donc, Centre national des arts de la rue, il y en a plusieurs en France. Et donc, quand on veut faire, par exemple, là, on veut faire une nouvelle création, on fait appel à eux, on cherche des coproductions, on fait des résidences sur place. Voilà, on trouve des financements comme ça, des coproducteurs, des préachats, mais c'est pas le public qui paye. Effectivement, et c'est à chaque fois on recommence à zéro. Enfin, on a notre notoriété qui joue pour nous, effectivement, mais c'est jamais gagné. Donc à chaque fois, il faut repartir au charbon pour retrouver des partenaires, des théâtres qui veulent bien prendre le pari de coproduire avant d'avoir vu le spectacle. Mais ça s'ouvre quand même beaucoup, parce que avec le Covid et tout ça, on a quand même eu aussi des demandes de sortir le théâtre dans la rue, puisqu'on ne pouvait plus jouer à l'intérieur. Et ça a été aussi une ouverture sur des théâtres qui d'habitude ne faisaient pas de spectacle en extérieur et qui se sont rendus compte que c'était une manière aussi de faire découvrir leur ville et leur quartier différemment. Et parce que nous... c'est un terrain de jeu formidable, la rue.
C'est-à-dire que quand un théâtre nous dit, voilà, on voudrait prendre votre dernier spectacle, qui s'appelle Qui vive, voilà le terrain de jeu, comment vous pouvez l'aménager. Et donc nous, avec Patrick, on part en repérage, comme un repérage de film. On repère, on essaie de voir où on peut placer telle situation. On s'appuie sur le milieu urbain ou rural, si on joue à la campagne, et on essaye d'anticiper tout ce qui peut nous arriver comme accident, c'est-à-dire les voitures, les garages, voilà, les commerces. On essaie de jouer, d'anticiper tous ces événements-là et de placer le spectacle dans cet environnement-là. Ce qui fait qu'en fait, le spectacle n'est jamais tout à fait le même. Parce que si on joue, par exemple, à Villeurbanne, c'est pas la même chose que si on joue à Chevilly-Larue ou voilà, parce que le contexte est différent, le public est différent et c'est très intéressant pour nous. On est obligé de toujours se réadapter. Alors, vous l'avez dit, ça fait 25 ans que vous êtes dans le théâtre de rue. Comment vous avez vu évoluer les propositions des compagnies et l'accueil aussi bien des municipalités que du public? Alors au début, on n'était pas très très nombreux. Il y a de plus en plus de compagnies de rue. De plus en plus, même des gens qui faisaient du théâtre, je vois par exemple des gens comme Wajdi Wawad et tout, qui se retrouvent programmés dans des festivals de théâtre de rue. Donc c'est bien la preuve que ça attire. Maintenant, il y a de moins en moins... Il y a de plus en plus de propositions, de plus en plus de choses très pointues, très, très belles, très, très fortes. C'est parce que des fois, on me dit « Ah, tu fais de la rue, vous jonglez, vous crachez du feu. » Non, on n'en est plus là. On a vraiment des très belles propositions de théâtrales, dansées, musicales, etc. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que, par exemple, avant, quand on faisait un déambulatoire, c'est-à-dire que le spectacle est itinérant, les gens prenaient le pari de le faire assez facilement. Maintenant, avec tout ce qu'il y a eu comme les attentats et tout ça, les plans Vigipirate, ça devient, il faut mettre à chaque bout de rue une voiture anti-voiture bélier. C'est compliqué de faire du déambulatoire. C'est-à-dire que maintenant, on veut de plus en plus baliser aussi le théâtre de rue pour mettre des barrières autour des espaces de jeu pour protéger voilà, le public et puis pour se protéger en cas de pépin. Alors, je me suis un peu intéressé au théâtre de rue et il y a une chose à propos de laquelle j'aimerais avoir votre réaction, c'est que, en dehors, me semble-t-il, de ce qui se passe autour du Festival international de théâtre de rue d'Aurillac, les propositions des compagnies de théâtre de rue concernent essentiellement le milieu urbain. Alors que c'est le milieu rural qui est le désert des déserts, souvent en matière culturelle. Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même des compagnies qui font du théâtre de chemin. Par exemple, nous, on a participé il y a juste, je crois que c'était il y a 2 ans, on a participé à un festival à Ax-les-Thermes, et qui est donc complètement dans la campagne, dans la montagne même, où on propose aux gens de venir voir des spectacles au milieu des vaches, au milieu d'une forêt. On a fait toute une balade où les gens ont pu découvrir dans une randonnée des spectacles plus délirants les uns que les autres. Donc après, c'est vrai que les gens, il fallait qu'ils s'inscrivent, etc. Donc c'est déjà des gens un petit peu aguerris au spectacle de rue, mais on a quand même, par exemple, autour du CNAR de Brest, il y a quand même beaucoup de villages qui sont maintenant qui sont en programmation avant le festival. Ce que fait Aurillac aussi. Aurillac, il y a le festival à proprement dit, mais ils font depuis déjà plusieurs années, ils font les préalables, ce qu'ils appellent les préalables, et qui fait qu'il y a 1 ou 2 compagnies qui jouent pendant 10 jours dans les villages autour.
Il y a de plus en plus ça, hein. Il y a beaucoup de demandes. Après, il faut qu'il y ait les infrastructures et puis le budget qui suit pour les villages aussi, les petites villes. Dorian, nous vous avons présenté votre activité de comédienne la semaine dernière et nous allons en venir maintenant à votre activité de clown. Alors, on va l'aborder, si ça vous convient, dans l'ordre inverse de l'ordre chronologique. C'est-à-dire que vous avez commencé par être clown dans cette association qui s'appelle Le Rire Médecin, qui est Tout à donc fait, dans oui. les hôpitaux. Et puis ensuite, vous êtes devenu clown à Clowns sans frontières. Et d'ailleurs, vous revenez, vous nous en direz peut-être un mot tout à l'heure, d'une des activités hors frontières, précisément, de clown. Donc, on va commencer par Clowns sans frontières. Un mot pour présenter cette organisation non gouvernementale. Oui, alors Clowns sans frontières envoie des artistes, donc c'est une association qui est composée de bénévoles, d'artistes bénévoles, et qui envoie donc des artistes, des clowns, mais ça peut être aussi des circassiens, des danseurs, dans des pays, dans des zones où il y a eu des guerres, où il y a des camps de réfugiés, où il y a eu des désastres climatiques, enfin là où c'est nécessaire. Voilà. Donc moi, j'y suis rentrée en 2005. En 2005, et peut-être pouvez-vous déjà dire un mot de ce qu'ont été vos débuts à Clowns sans frontières et aussi de ce qu'ont été les moments les plus marquants de ces plus de 15 ans, 17 ans de pratique. Oui. Alors j'ai commencé par partir, on m'a proposé de partir juste en tant que clown, qu'artiste, avec une équipe aux Philippines. J'ai eu beaucoup de chance sur ce voyage de partir avec T-News, hein, le regretté T-News, qui est venu faire des dessins. De Charlie Hebdo. Voilà. Dessinateur. Qui est venu faire des dessins de cette mission, qui sont magnifiques. Donc c'était une mission très très forte qui m'a beaucoup marquée parce que c'était ma première mission. Donc on a été comme à chaque fois. Donc il y a un repérage qui a été fait, etc., qui n'était pas moi cette fois-là. Et donc on a joué dans des centres de détention, sur la montagne d'ordures, dans les orphelinats. Et puis, ce qui m'avait évidemment beaucoup frappé, c'était le centre de rétention pour mineurs, ce qui est quand même assez dur. C'était ma première expérience, donc c'est vrai que je me suis dit ça prend tout son sens de venir là, de jouer là, de jouer dans ces petits lieux. Voilà. Donc suite à ça, comme ça s'était bien passé, très vite on m'a proposé de prendre la direction artistique de plusieurs missions. Et donc la première mission que j'ai faite, c'est après le tsunami dans le Tamil Nadu. On nous avait demandé, Médecins sans frontières nous avait demandé d'y aller assez rapidement, ce qu'on n'a pas fait tout de suite parce qu'on pense que ce qui est d'abord important, c'est que les gens ont d'abord accès aux soins et à la reconstruction de leur village, etc., avant d'avoir peut-être la reconstruction de leur âme. Et donc, on a attendu 1 an avant de partir et nous sommes partis dans les villages de pêcheurs qui avaient été dévastés par le tsunami. Et là aussi, c'était... Il y a toujours plein d'images qui viennent de cet enfant qui vous... alors qu'on est déjà maquillé en clown, etc., parce qu'évidemment, on arrive dans des villages où il n'y a pas grand-chose. Et on est avec trois copines, on est maquillées en clown et cet enfant qui te prend par la main et qui t'emmène à la plage et qui montre toutes les tombes de tout, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ça c'est mes frères, ça c'est mon oncle. C'est des images qui restent, qui sont fortes. Et malgré tout, la résilience, le rire. C'est ça qui c'est ça qui me plaît dans toutes ces missions, c'est que malgré le désespoir, malgré le chagrin, malgré des fois la misère, malgré tout ça, le rire passe au-dessus. Et c'est pour ça aussi que ça prend tout son sens d'être là-bas, quoi. Quand vous êtes là-bas, vous êtes uniquement des artistes qui sont en représentation ou vous contribuez à former aussi des locaux pour eux-mêmes donner des spectacles? Alors, c'est sûr que si on fait comme aux Philippines, à cette époque-là, on n'y était qu'une seule fois,
on ne forme personne. Maintenant, on a fait des workshops à la demande des ONG locales. On a fait des workshops avec les enfants, mais on a formé légèrement, on va dire, des animateurs pour qu'ils aient un peu d'outils de jeu à faire avec les enfants. L'Inde a une grande histoire. C'est ma grande histoire d'amour parce que j'y suis allée pendant 12 ans. Donc, c'est vrai que j'ai créé des liens là-bas. Donc, au départ, on part avec une équipe uniquement française, même si elle est composée des fois de nationalités différentes, mais enfin, elle part de France. Alors, juste un mot, parce que l'Inde, c'est grand, comme dirait Monsieur Prudhomme. Donc, c'est quelle Inde C'est que le Tamil Nadu. D'accord. C'est que le Tamil Nadu. Au départ, on était vraiment sur la côte. Donc, vous allez nous rappeler où c'est, parce qu'il n'est pas sûr que nous soyons tous absolument aussi bons en géographie que ce serait nécessaire. Ben, le Tamil Nadu, c'est le sud-est. La vague, elle a tapé vers Pondichéry, tout ça. Évidemment, elle a tapé ailleurs, mais elle a tapé là. Donc, les premières années, on a été surtout sur la côte, dans les villages de pêcheurs. Et très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, énormément d'associations du monde entier venaient là et que c'était peut-être temps pour nous de nous extraire de la côte, qu'ils étaient déjà bien soutenus et que, effectivement, l'un des grands, Tamil Nadu est grand. Et on s'est dirigé vers Chennai et les enfants des rues et les orphelinats et d'autres structures qui avaient besoin de nous, où il y avait beaucoup moins d'ONG présentes. Et donc, au départ, on n'est que nous, enfin, on n'est que notre petite équipe qui part de France. Et puis, petit à petit, l'idée, c'est quand même de transmettre et d'essayer de voir comment les choses peuvent évoluer. Alors, on fait un workshop de clown, on rencontre des artistes locaux, et ensuite, les artistes locaux intègrent. Et finalement, au bout de quelques années, il y a plus d'artistes indiens que de Français. Et après, la dernière fois que je suis allée en Inde, il n'y avait qu'une équipe indienne. J'ai mis en scène le spectacle avec eux, mais ils l'ont tourné sans nous. Et aujourd'hui, je suis très fière d'annoncer que Clowns sans frontières Inde a été créé il y a 1 an. Donc, ils sont autonomes. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner à imaginer, à voir un de ces spectacles? Qu'est-ce qu'ils font, ces clowns? Ils font pas, vous l'avez dit, ils crachent pas le feu, ils font pas des jongleries, ils font le numéro classique de l'Auguste et du clown blanc. Alors, on essaie de faire des choses très, très visuelles. Donc, c'est des situations burlesques. Il y a des choses qui font rire partout. Effectivement, le blanc qui s'en prend plein la tronche par l'Auguste, ça fait rire partout. Les courses-poursuites, celui qui est grand et maigre est plus fort que celui qui est costaud. Enfin, les classiques du clown. Après, on essaye d'intégrer aussi de l'imaginaire. Par exemple, là, j'en reparlerai après, mais de prendre des objets du quotidien et d'essayer de les détourner. Un balai, d'en faire des marionnettes. On rajoute de la musique, on crée des costumes sur place. Donc c'est très visuel, c'est très rythmé. Il n'y a pas de message, ni politique, ni religieux. Ça, c'est notre philosophie de Clowns sans frontières, de toute façon. Mais on peut aborder un peu des choses sous la forme de l'humour. Par exemple, moi, j'aimais bien un peu déranger le cliché en Inde où la femme est plutôt soumise et l'homme a tout pouvoir. Donc, j'aimais bien un peu renverser les rôles, que la clown féminin était beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus forte que le petit, que le garçon, par exemple. Ça faisait beaucoup rire les instituteurs et institutrices, surtout. Et surtout les enfants. Donc, on essaye de bouleverser un peu comme ça des petits clichés, mais on peut pas. Moi, je dis toujours, on peut déranger, mais il faut pas perturber. Il faut pas que ça les mette mal à l'aise. De toute façon, nous, on demande toujours aux locaux, aux artistes locaux, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça c'est autorisé? Est-ce que ça c'est pas trop? Bon, voilà. Donc, ils disent non, mais là, c'est un peu trop. Ça va les mettre mal à l'aise. On le fait pas. Alors justement, il y a des tabous, il y a des sujets particulièrement sensibles. Est-ce qu'en Inde, vous avez eu à surmonter des difficultés, surmonter des méfiances, surmonter même des hostilités?
Au départ, quand on est venu en Inde, j'étais partie avec le logisticien avec qui j'ai fait énormément euh, de missions. C'est-à-dire qu'on part toujours en binôme, c'est-à-dire qu'il y a un référent artistique et puis il y a un référent plutôt logistique qui s'occupe des sous, de trouver les lieux, des logements, de où on va manger, etc., de comment on va... Et donc, la première année, je rigole parce que c'était tellement drôle, on ramait un peu. La première année, on est arrivé en Inde, donc on s'est dit, on va tout blinder en tant que bon Européen, on va tout prévoir, on va tout bien blinder. Donc, on a été voir des orphelinats, des écoles, des villages. On rencontrait soit la mère supérieure, soit c'était le chef de village en disant, on viendra tel jour, à telle heure, on viendra, où est-ce qu'on pourra jouer, ce sera là. Vous rigolez, mais c'est vrai qu'on était partis hyper confiants en disant, voilà, on a blindé notre tournée. Et quand on est arrivé 6 mois plus tard, plus rien ne marchait. Là, on devait jouer, il y avait des vaches. Là où il y avait, normalement, on devait se changer, ils avaient mis du riz. Plus rien ne marchait. Et donc, on s'est dit, non, en fait, il faut qu'on s'adapte au jour le jour. Et donc, quand on voyait les maires supérieurs ou les directeurs d'école, etc., la première question qu'ils nous posaient, ils disaient, mais ça sert à quoi ? Ok, vous venez faire un spectacle. Une fois qu'on avait dit que c'était pas religieux, pas politique, etc., ça les inquiétait toujours beaucoup, qu'il n'y ait pas de message. Bon, d'accord, il n'y a pas de message, mais alors ça sert à quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre, les enfants ? Parce qu'ils sont vraiment dans l'apprentissage, il faut que ça serve, tout doit servir. On disait, ça sert à développer leur imaginaire, à un peu de gaieté, pendant 1 heure, à pouvoir se projeter ailleurs, etc. Des fois, on a eu du mal à convaincre de dire que c'était pas une perte de temps pendant 1 heure de venir voir un spectacle. Au contraire, ça contribuait à leur développement. Parce qu'en Inde, ils sont beaucoup chaque enfant copie, ils sont beaucoup dans la reproduction. Tout le monde fait la même chose. Dans les écoles, quand ils chantent tous la même chose. Quand ils dessinent, ils remplissent des dessins dans les traits, mais les dessins, ils existent déjà. Enfin, toutes ces choses-là. Et donc, on a dû vraiment montrer que c'était intéressant, que ça ouvrait l'esprit des enfants, que c'est une ouverture sur le monde. Et petit à petit, on a eu vraiment on va dire des fans, que ce soit dans un institut pour enfants qui ont le sida ou un orphelinat. On a eu d'année en année, on revenait et c'était de plus en plus... de mieux en mieux organisé, c'est-à-dire qu'ils avaient compris qu'il y avait un endroit où on allait jouer qui devait être propre, etc. Mais on a eu des réticences, hein. Vraiment, surtout sur la perte de temps que ça pouvait signifier pour les enfants. L'inutilité du rire. Voilà. Alors que moi, je pense que c'est tout le contraire. Il y a quelques semaines à peine, vous êtes revenu des camps palestiniens. C'était il y a 1 semaine. Il y a 1 semaine de notre date d'enregistrement. Oui. Je crois que c'était particulièrement compliqué. Alors, c'était très compliqué. On y a été il y a 2 ans. Quand on va en territoire occupé, c'est toujours compliqué parce qu'on atterrit à Tel Aviv et qu'il faut déjà passer la sécurité qui se demande ce qu'on fout là, etc. Donc, voilà. On n'atterrit pas là comme ça et puis on se dit au petit bonheur la chance, on va aller... Non, c'est organisé. On travaille avec le cirque palestinien de Birzeit. Donc, on a un itinéraire qui a été défini en avance. On sait où on va jouer. Cette année, comme il y a beaucoup plus de tensions qu'il y a 2 ans, il y a des endroits où on n'a pas pu aller, comme Naplouse, comme Jenin, parce que avec l'ambassade de France, ils nous ont déconseillé d'y aller. Et donc, on a été quand même à Hébron. Et à Hébron, ça a été très problématique. Alors, curieusement, on pensait qu'on allait avoir des problèmes avec l'armée israélienne. Eh bien, c'est plutôt avec les islamistes qu'on a eu vraiment des problèmes jusqu'à être exfiltrés avec des mecs qui nous ont protégés. Les 2 dernières dates étaient un peu chaudes. Voilà.
Et donc, ce qu'ils nous reprochaient, donc parce que on jouait, on était une équipe mixte, évidemment garçons-filles, mais il y avait 4 Palestiniens et on était 4 Français. Et en fait, ce qu'ils nous reprochent, c'est déjà d'être hommes et femmes ensemble. Ça, c'était le premier reproche. Deuxième reproche, c'est la musique. Troisième reproche, c'est de ne pas porter le voile. Et puis de pervertir les enfants. Donc on a dû arrêter le dernier spectacle, on l'a arrêté au bout de 10 minutes et on n'a jamais démonté aussi vite. Le premier, on a été arrêté par quelqu'un qui après les Palestiniens nous ont dit, qui disait que les Palestiniens étaient traîtres, qu'ils avaient été payés par l'Occident pour pervertir les enfants palestiniens. Voilà, donc là, on a continué, mais bon, j'avoue qu'on était un peu pétrifiés avec notre plumeau dans la main. On s'est dit, est-ce qu'on reprend, on reprend pas? Finalement, on a repris, mais j'avais toujours un peu l'œil qui allait à gauche et à droite pour voir s'ils allaient pas revenir ou s'il y avait pas une pierre qui allait me tomber sur la tête. Voilà. Et c'est vraiment dommage. En fait, on a ressenti une profonde tristesse. Une profonde tristesse pour les enfants, parce qu'on s'est dit, ils sont pris en otage, ils sont en étau, et vraiment, le rire, c'est la dernière barrière contre l'obscurantisme. J'ai dit, vous étiez dans les camps palestiniens, vous étiez dans les territoires occupés, oui. Évidemment. Il y a aussi, je crois, une expérience particulièrement intense, c'est celle que vous avez faite dans les camps de réfugiés en Tanzanie, les camps de réfugiés burundais. Oui, tout à fait. On nous a demandé, ces plans internationaux qui nous avaient demandé de venir dans les camps en Tanzanie parce qu'il y avait un conflit armé au Burundi et donc des milliers de Burundais passent la frontière à pied et se retrouvent dans des camps. Il y avait 80 000 personnes en fait. Et donc on arrive là. Et là c'est vraiment parce qu'on dit souvent les camps palestiniens. Je reviens juste un petit peu en arrière. Moi, la première fois, je pensais voir des camps. Mais en fait, c'est des villes. C'était des camps, mais c'est devenu des villes. Mais là, c'est des vrais camps. Enfin, des vrais camps avec des tentes qui sont alignées, mais qui sont très, très bien organisés. Il y a plusieurs ONG internationales qui s'occupent du quotidien et qui est très bien organisé, mais du coup les enfants, c'était aussi pour apporter. Là, les gens se posent pas la question pourquoi on vient. Ils sont très contents qu'on vient. Et là, c'était ce qui a été très compliqué, c'est de pas se laisser déborder par le nombre d'enfants et d'adultes qui venaient voir le spectacle. Alors, on s'était dit qu'on allait faire par quartier. Et donc, on voyait toujours le chef du quartier. Mais la première fois qu'on a joué, eh bien, en fait, les enfants se sont dit le mot à l'autre quartier, ce qui fait qu'au lieu d'avoir à chaque fois un certain nombre d'enfants, en fait, le nombre d'enfants grossissait tous les jours. Il y avait de plus en plus d'enfants. Alors, on a essayé de trouver des moyens pour faire un espèce de gradin naturel, parce qu'on était dans une terre rouge, sous un cagnard. Et donc, on s'est dit, avec Christophe Renaud-Delage, qui est un photographe qui était venu avec nous, il avait trouvé l'idée de prendre une corde et de faire un peu comme un tourniquet. C'est-à-dire que les enfants qui passaient sous la corde, ils passaient en premier. Après, on levait un peu la corde. Les enfants qui passaient là faisaient le deuxième cercle, et puis le troisième cercle, et puis le quatrième cercle. Ce qui fait qu'on avait un espèce de gradin naturel, sans chaise. Et c'était un grand, grand, grand moment. Et là, je savais, en partant, qu'il fallait que, par exemple, quand on dit « qu'est-ce que vous faites comme numéro ?» Là, on savait qu'il y aurait beaucoup d'enfants. Donc, il fallait des choses très visibles, de grands spectacles. Pas des choses trop intimistes, parce que c'est... Voilà. Donc, j'étais partie avec des circassiens. Donc, il y avait du tissu, il y avait du main à main, il y avait de la musique en live. Donc, tout ça fait que, même s'ils étaient loin, il y avait des choses à voir. Voilà. Et il fallait qu'à 5 heures, on soit impérativement sortis du camp... Donc, parce que pour la sécurité, aucune ONG ne reste après 17 heures dans le camp parce qu'il n'y a pas de lumière, parce que ça peut potentiellement être dangereux et on se retrouve dans le village
à côté, à manger du riz et du poulet. Comment ça s'appelle, les poulets tout maigres là qui courent là. Je sais Ah, plus. du poulet bicyclette. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et donc et là, on se rend compte que vraiment les enfants, ils étaient d'une joie. C'était vraiment, ils étaient mais tellement tellement lumineux alors qu'ils possèdent trois fois rien. Et on s'est rendu compte le prix d'une bouteille d'eau en plastique. Donc, le premier jour, il y a un enfant qui me demande s'il peut prendre ma bouteille en plastique. Maintenant, on a tous des gourdes. Hein. À Clowns sans frontières, c'est fini. On n'a plus de bouteilles en plastique. Mais à l'époque, on avait encore des bouteilles en plastique. Et je lui dis oui. Et là, je me rends compte que c'est très, très précieux, cette bouteille, parce que ça sert à mettre de l'huile, ça sert à plein de choses. Et donc, ils se battent pour cette petite bouteille en plastique. Et c'était vraiment... on s'est dit, oh là là, donc plus de bouteilles, on montre plus rien, parce qu'on ne veut pas créer une émeute pour ça, alors que c'était un moment de joie, quoi. Ouais, voilà. Et vous avez recommencé le spectacle ensuite, ou le lendemain, ou vous êtes revenu quelques mois Tous les après, jours. tous les On jours. en est resté pendant 15 jours. Donc, on a joué tous les jours, 2 fois par jour. On jouait 2 fois par jour, on montait, on démontait, on montait. Voilà. Bon, j'ai pu tester Médecins sans frontières, parce qu'un jour, je me suis sentie très, très mal. Et je me suis retrouvée comme les autres dans le camp de Médecins sans frontières. Et j'étais bien contente qu'ils soient là. Alors, le rire médecin, vous avez commencé en fait par le rire médecin. J'avais dit Tout à qu'on fait. ferait la chronologie à l'envers. Et comment est-ce que vous êtes arrivé au rire médecin, et en quoi est-ce que comment est-ce que cette association agit? Alors donc, le Rire Médecin est une association qui existe depuis bientôt 30 ans, qui a été créée par Caroline Simons, qui est américaine, et qui avait vu la même chose aux États-Unis, qui a décidé de venir exporter ce savoir-faire. Je crois que ça, aux États-Unis, ça s'appelle Clown Care Unit. Et elle est venue en France proposer de faire la même chose dans les hôpitaux. Donc moi, j'y suis arrivée en 2003. Caroline Simon, je l'avais déjà croisée très, très, très souvent, parce que il y a énormément de gens de l'école Jacques Lecoq qui sont au Rire Médecin. Et donc, elle venait faire des repérages pendant les soirées de clown à l'école Lecoq. Elle venait souvent, donc on s'était souvent croisés. Elle m'avait déjà posé la question, ça te dirait pas de venir comme clown au Rire Médecin? Et au début, j'étais pas... Je me sentais pas, parce que j'avais des enfants en bas âge, et ça me perturbait d'aller en service pédiatrique. Et donc un jour, je me suis sentie prête. Je me suis dit là, voilà, mes enfants étaient un peu plus grands, et donc je me suis dit là, ça y est, je peux venir. Et voilà, et depuis j'y suis. Ça fait 20 ans, à peu près. Oui. Alors, c'est une activité qui vous prend combien de temps, et qui consiste en quoi? Est-ce que vous pouvez nous en donner, par exemple, nous raconter l'une ou l'autre des dernières prestations, Voilà. alors, représentations? Donc, le Rire Médecin intervient dans les hôpitaux pédiatriques. Donc, à Paris, on intervient dans 9 hôpitaux. On intervient aussi à Tours, Orléans, Nancy, Marseille, Nantes, Besançon, enfin, dans plein d'hôpitaux en France. Ce sont que des comédiens professionnels. Ce n'est pas bénévole, donc on est payé pour travailler. On intervient en duo 2 fois par semaine dans les services pédiatriques, aussi bien pédiatrie générale que les services plus lourds, comme l'IGR, par exemple, avec hématologie, immunologie. IGR, oui. Institut Gustave Roussy, à Villejuif. Contre le cancer. Voilà, c'est vrai que... On est tellement dedans qu'on oublie que tout le monde ne connaît peut-être pas les abréviations. Souhaitons que le moins de gens possible connaissent l'Institut Gustave Roussy. Tout à fait. Ça a été d'ailleurs un des premiers hôpitaux à ouvrir ses portes à Caroline, et à voir le bénéfice que pouvaient avoir les clowns en service pédiatrique. Donc on intervient en duo, toujours en improvisation. Donc on arrive, par exemple, une journée de clown à l'hôpital, on arrive à l'hôpital
on voit son collègue à la cafétéria, on prend un petit café et on part dans le poste de soins rencontrer les infirmières ou des fois les internes qui nous font un topo sur les enfants qui sont hospitalisés, en quelques mots, de leur pathologie et puis aussi leur humeur, dans quel état psychologique et moral ils sont et dans lequel aussi se trouvent leurs parents, parce que c'est très important. Et puis, donc nous, de toute façon, on a un code de déontologie, hein, donc ça sort pas de l'hôpital, ce qu'on nous dit. Et c'est très important pour nous de savoir aussi, parce que ça nous donne des indications si la famille est stressée, si l'enfant, par exemple, ça nous donne des pistes de jeu. Si l'enfant il est hyper sur Spider-Man, donc c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir rebondir. Et donc, voilà, on voit, on a selon aussi les infections, donc on y a un ordre, tout ça, donc ça prend un peu de temps. Après ça, on se maquille et on part en musique, souvent, dans les couloirs de l'hôpital et on fait chambre après chambre toute la journée. Et à la fin de la journée, on remplit un petit cahier pour les collègues qui vont venir la prochaine fois, s'il y a des choses à dire particulières sur les enfants, en disant tiens, celui-là, il a un petit peu peur, il faut faire attention, ou là, la maman, elle est très stressée, ou elle est très à cheval sur l'hygiène, attention. Voilà, donc on laisse des petites notes pour nos collègues clowns, même si souvent, d'une fois à l'autre, il y a au moins un des deux clowns qui est toujours là, parce qu'on est dans chaque hôpital, il y a un duo de référents qui est des relais forts auprès des soignants et auprès des parents. Voilà. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une relation de longue durée. Ça avec peut les durer enfants. des mois, voire des années. Si un enfant... moi, quand j'ai commencé, j'étais référente à l'hôpital Saint-Louis. On n'y est plus maintenant parce que le service pédiatrique dans lequel on était est à Robert Debré, à l'hôpital Robert Debré. Donc, on a suivi notre professeur. Et au début, vraiment, j'étais très attachée aux enfants qui étaient en greffe ou voilà. Et je me suis rendu compte que chacun fait comme il peut, évidemment, mais qu'il fallait se protéger. Et que les enfants qu'on voit longtemps et qu'on voit des fois partir, on ne peut pas à chaque fois partir un peu avec eux, parce que sinon, on ne survit pas dans ce métier. Heureusement, le Rire Médecin est une association très sérieuse, très bien faite, avec plein de garde-fous. On a des formations continues, on a des formations théoriques. On a par exemple, ça peut être sur la douleur, sur l'anorexie, sur les ados, sur la drépanocytose, des choses qu'on rencontre régulièrement et qu'on ne connaît pas. Donc, Pardon, mais sur la drépanocytose, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur la drépanocytose? La drépanocytose est une maladie qui est hyper douloureuse et qui touche surtout les enfants d'Afrique et du Maghreb. Je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux, mais ce qui fait qu'en fait, ils ont des crises et qui fait qu'il faut qu'ils changent le sang régulièrement. Donc, ils viennent régulièrement à l'hôpital. Donc, c'est des enfants qu'on peut voir tout le temps, en fait, parce que quand ils ont des crises, ils ont mal aux membres, donc ça peut être les bras ou les jambes. Et donc, avant d'aller à l'hôpital, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas. C'est très, très injuste, et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé autre chose que de faire des changements de sang. Mais voilà, donc on apprend un peu ce que c'est. L'anorexie mentale, qu'est-ce que c'est bon, voilà. Donc ça, c'est des formations qu'on a régulièrement avec des professionnels. Et après, on a des formations artistiques régulièrement. Ça peut être de la magie, ça peut être de la musique, ça peut être avec la marionnette. Enfin, tous des outils pour pouvoir improviser à l'hôpital et de pas s'essouffler, d'être en espèce de formation continue, en fait. Voilà. Et aussi, on a de l'analyse de pratique pour aussi voir qu'il n'y ait pas de burn-out chez les clowns parce que des services trop lourds, qu'on parle de notre métier, on a une marraine ou un parrain qu'on voit 2 fois par an, qui est un clown, mais qui
notre oreille attentive et à qui on peut dire tiens je peux plus être en hématologie parce que c'est trop dur, j'ai envie de passer en pédiatrie générale parce que j'ai besoin de souffler, ou on peut parler de problèmes artistiques, voilà. Donc en fait on est hyper bien encadré toute l'année, c'est très structuré, voilà, à l'américaine quoi, très très bien structuré. Et quand la tendance générale aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est à garder le moins longtemps possible les malades. Donc certains partent en convalescence, mais ils sont encore sous les effets de Oui, la maladie. tout à fait. C'est ce qu'on appelle HAD, c'est hospitalisation à domicile. domicile. Et depuis maintenant, ça a commencé avec un peu avant le Covid. On continue à avoir certains patients chez eux. Donc on part avec l'infirmière et on part à Paris ou en proche banlieue parisienne, et c'est des enfants qu'on a suivis des fois à l'hôpital et qu'on continue à voir chez eux. Et donc là, c'est toujours assez intéressant parce que c'est un peu terrain inconnu, quoi, parce qu'on arrive dans la vie des gens, dans leur appartement, dans leur intimité. Et donc là, toujours en duo, et on joue pour l'enfant qui est hospitalisé, oui, chez lui. Chez lui. Dans votre activité avec le Rire Médecin, est-ce qu'on peut généraliser si on parle de l'attitude du corps médical, des infirmiers, des parents, ou est-ce qu'il y a au contraire des attitudes très différentes? Je pense que quand elle a commencé, Caroline, elle a dû, je pense vraiment, prouver encore une fois que c'était un peu comme que ce que je disais pour Clowns sans frontières, c'est que prouver que c'était utile. Mais très, très vite, le corps médical a très, très bien réagi, et aujourd'hui, on fait partie pratiquement de l'équipe soignante. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent des professeurs, que ce soit à Necker ou à IJR, qui disent « mais vous faites partie de l'équipe soignante ». C'est pour ça aussi qu'on a accès à des informations médicales, parce qu'ils pensent que voilà, on est on est une des branches de l'équipe soignante, même si on ne se dit pas médecin du tout, même s'il s'appelle le Rire Médecin, mais on ne se dit pas médecin. Mais on sait quand même qu'on soigne mieux un enfant heureux, en fait, et que ça permet aussi... des fois, on va dans une chambre et l'enfant, il est content, non pas pour lui, mais pour ses parents. Il est content parce qu'il rigole, et du coup, il regarde ses parents qui rigolent parce qu'ils rigolent. Et donc, l'enfant est soulagé de se dire, en fait, j'apporte aussi de la joie à mes parents. Donc, en fait, c'est un espèce de cercle vertueux et qui, maintenant, a fait ses preuves. En 30 ans, encore aujourd'hui, on ouvre des nouveaux services tout le temps. Il y a énormément de demandes, hein. C'est pas les hôpitaux qui payent, hein, ça, c'est des dons de particuliers et aussi de beaucoup d'entreprises, voilà. Et il y a beaucoup de demandes, et puis Caroline et puis la direction du Rire Médecin analyse chaque demande pour voir si c'est possible, et puis on fait des appels à dons, et puis on ouvre de nouveaux services. L'idée, ce serait que dans chaque service pédiatrique, il y ait des clowns. Après, on n'est pas les seuls, hein. En France, il y a d'autres assos avec des clowns en pédiatrie qui sont très bien aussi, hein. Il y a 1, 2, 3, Soleil, enfin, il y en a plein. Mais ce serait super que dans chaque service pédiatrique, il y ait maintenant des clowns. Et récemment, même, il y a à Orléans et puis à Nantes un service quand les enfants sont en danger et qui sont retirés de leur famille, et qui viennent accompagnés de policiers. Et bien maintenant, il y a un service à Nantes et à Orléans où les premières personnes qu'ils rencontrent, en attendant d'être interrogées, c'est les clowns. Vous voulez dire des enfants en danger? Qui ont été retirés parce qu'ils sont en danger dans leur famille, de violences familiales, ouais. Voilà, et qui arrivent maltraitance, violence, tout ça, et qui arrivent dans cette unité très spéciale, et ils rencontrent les clowns pour pouvoir un peu se souffler avant d'être interrogés. Donc ça, c'est tout nouveau. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de
volontaires clowns, de gens qui ont suivi une formation de clown, mais qui sont... Oui, alors le Rire Médecin a une école spécifique de clowns hospitaliers. Donc, qui forment des clowns hospitaliers, ce qui veut dire que les gens sont déjà clowns. Elles ne forment pas des clowns, elles forment des clowns hospitaliers sur plusieurs modules. Mais il y a à Paris une école qui est très connue, qui s'appelle le Samovar, et qui forme des clowns sur 2 ans. Et là, il y a beaucoup de clowns qui sortent et qui peuvent après suivre la formation de clown hospitalier, qui n'est pas la même chose que clown tout court, parce qu'on joue en terrain inconnu, on n'est pas sur une scène. Donc, il faut s'adapter, il faut sortir les antennes, il faut être vigilant, il y a des règles d'hygiène, il y a plein de choses à prendre en compte. Hein. Alors, j'imagine qu'on vous l'a déjà demandé à de nombreuses reprises, mais je ne vais pas chercher à être original. Est-ce qu'il y a, de votre expérience avec le Rire Médecin, un ou plusieurs souvenirs qui vous viennent à l'esprit chaque fois que vous évoquez cette période de votre activité clownesque? On va dire qu'il y en a un qui était ma première expérience. Il y en a un douloureux et puis un heureux. L'expérience, c'était une petite fille que j'ai suivie et qui était en secteur stérile, c'est-à-dire que elle était derrière des flux en plastique. Donc, elle avait plus aucune immunité. Donc, elle est très, 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 très fragile. Et donc, on venait en duo. Et elle, ce qui lui plaisait, c'était qu'on l'emmène ailleurs. Et donc, à chaque fois qu'on venait, on lui proposait autre chose. Alors, des fois, on faisait semblant qu'on était en ski, des fois, on était en barque, des fois, à la mer, on prenait des accessoires, etc. Et elle, ça lui permettait de sortir de sa chambre. Et elle était petite, hein, elle avait même pas 3 ans, mais c'était dans les premières années. Je me dis, oui, on sort de l'hôpital. Ce n'est plus un enfant malade, c'est un enfant. C'est un enfant qui joue avec nous et qui joue à être en ski et qui joue à être à la mer. Et pendant le quart d'heure, les 20 minutes qu'on était dans sa chambre, elle était ailleurs et elle oubliait le plastique, les tubes, etc. Et je me suis dit, là, mon métier, il prend tout son sens. Et dernièrement, dans les deux autres souvenirs, un petit garçon qui vient très régulièrement à Debré et qui a un cancer et qui vient régulièrement et qui demande quand il a des bilans à venir faire, de venir que les jours où il y a les clowns. Et puis, il vient quand il y a les clowns. Et un jour, c'était son anniversaire, il devait sortir. Et il a demandé s'il ne pouvait pas rester une journée de plus parce que c'était la journée des clowns et qu'il avait très, très envie que les clowns viennent l'embêter dans sa chambre, etc. Donc ça, c'est des souvenirs très, très heureux. Et puis, dernièrement, on a un petit bébé que j'ai vu lundi, donc c'est très, très récent, qui a été retiré justement, ce dont je parlais, qui a été retiré de ses parents parce que maltraité. Et donc, présentant de nombreuses fractures, etc. Et on joue dans sa chambre et on fait de la musique. Et il a des bandages de partout. Et on le voit qui s'illumine. Et ça, on s'est dit, allez, on est reparti. On est reparti sur des bonnes bases. Et là, vraiment, je me dis, on est utile, quoi. On est vraiment ce bébé qui ouvre grand les yeux et qui sourit. Alors que, franchement, son début de vie n'a pas été très, très facile. Je me dis, voilà, peut-être qu'il y a ça met de l'espoir. En tous les cas, il y a les enfants qui rigolent, ça nous donne de l'espoir. Et aussi les parents qui regardent leur enfant, qui sourit et qui disent « je n'y croyais pas ». Donc ça, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Doriane Moretus, merci. Merci Philippe. La compagnie Haddock, le théâtre de rue, le Rire Médecin, avec lequel vous avez travaillé depuis votre premier pas de clown. Tout à fait. Et Clowns sans frontières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe.